connexions qui étaient utilisées dans le FPGA en bleu ciel et quels étaient les CLB utilisés en rouge par rapport à ceux qui sont non utilisés en gris. Hop. Alors, si on continue, on regarde un peu la complexité de ce genre de choses, ben, on va voir que l'architecture du FPGA, on peut se retrouver avec des zones un peu définies. Alors ça, c'est pour définir des régions d'horloge. On va retrouver dans chacune de ces régions un certain nombre de choses, des banques d'entrée-sortie, du clock management. Ici, vous voyez, vous avez 600 CLB, donc c'est assez monstrueux, hein, sachant que chaque CLB contient deux slices et que chaque slice contient un certain nombre d'éléments logiques, donc ça fait beaucoup quand même. Hein. OK. Et vous avez aussi des mémoires dédiées, des DSP. Voilà, donc vous avez un FPGA, donc si on prend l'exemple du Arctic 7, qui est quand même assez complexe et qui permet de faire des circuits relativement importants. Donc c'est du même ordre de grandeur que les Spartan 7. Ok, alors c'est le FPGA que vous utilisez en TP. Donc là, je vais aller très vite parce que vous avez déjà commencé vos TP, vous les avez vus, vous les avez pratiqués. Donc c'est peut-être pas la peine d'y passer beaucoup de temps. Donc le FPGA, il est là. Ça, c'est la carte de développement qui va avec un certain nombre de connecteurs qui permettent de configurer le FPGA et un certain nombre d'IO, que je retrouve ici, qui sont d'ores et déjà connectés à soit des switches, donc qui vont permettre de donner des valeurs logiques entre guillemets en entrée de votre FPGA, des boutons poussoirs, que vous retrouvez ici. Donc pareil, hein, par défaut, ils sont à la masse, puis quand vous appuyez sur le bouton, vous allez envoyer 3.3 volts. Donc un logique, entre guillemets. En sortie, vous avez un certain nombre de LED qui peuvent être allumés et vous vous retrouvez aussi avec des afficheurs de display 7 segments, donc qui vous permettent d'afficher des lettres et des chiffres. Hop, voilà, donc là, vous avez le détail de qui est quoi. Donc ça, vous les manipulez, donc je passe. Donc ça, pareil, je passe. Ce n'est qu'une répétition sur ce article 7 de ce qu'on vient de voir précédemment. Donc, je vais passer gaiement sur tout ça. Hop. Donc, juste un petit comparatif. Ça, c'est un point intéressant, je dirais. Pas forcément pour vos TP ou vos connaissances actuelles, mais plus pour votre vie professionnelle future. En gros, si vous bossez pour une boîte qui développe des circuits numériques pour FPGA, en fonction de la complexité du circuit et il vous faudra évaluer la taille de votre VHDL. Donc, vous pouvez décrire votre circuit en VHDL, faire une synthèse, estimer la place dont vous aurez besoin et si vous avez besoin d'éléments particuliers comme un cœur de processeur, etc. Et en fonction, vous allez choisir la taille du FPGA qui vous convient. Donc, d'abord, vous allez choisir une famille et dans la famille, vous allez choisir le FPGA en fonction, typiquement, si j'ai beaucoup de logique, un gros circuit logique, voilà, je vais m'intéresser à ça, le nombre de cellules logiques disponibles. Si j'ai besoin de mémoire dans mon architecture, je peux m'intéresser soit au bloc RAM ici, soit au nombre de flip-flops ici. Donc là, c'est plutôt le bloc RAM qui va m'intéresser. Pour estimer le nombre de flip-flops dont vous avez besoin, c'est le nombre de slices. Vous connaissez le nombre de flip-flops par slice. Donc voilà, c'est ce genre d'information qui va être importante. OK. Donc voilà, il faut se projeter sur quand vous serez dans le monde du travail et si vous devez développer des applications, ça sera à vous de choisir le FPGA. Donc là, vous en avez un en TP, vous l'utilisez, mais voilà, faut essayer d'imaginer qu'un jour, vous aurez peut-être vous-même à choisir votre FPGA. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a vu l'architecture.
En fait, un FPGA, ça a deux modes. Il y a, je décris mon VHDL, je le synthétise, donc je transforme ce VHDL en une série de bits qui vont permettre de configurer les différents éléments de votre FPGA, que ce soit les blocs d'interconnexion, les switch matrix, les CLB. Donc, ça s'appelle un bitstream. Ce bitstream, soit il est stocké dans votre PC, soit dans une application, il est stocké dans une mémoire non volatile à côté de votre FPGA. Et la première chose que vous allez faire quand vous allez mettre sous tension votre PCB, vous allez devoir configurer votre FPGA. Donc il y a plein de manières de le faire. Une manière de le faire, c'est d'utiliser le port JTAG et de rentrer en série tout le bitstream dans votre FPGA. Donc ça prend assez longtemps, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même énormément d'éléments configurables dans un FPGA. Donc ça veut dire que le bitstream est relativement lourd. Et vu que je le rentre en série, ça va me prendre quand même pas mal de temps. Donc une fois que mon FPGA est configuré, donc toutes les interconnexions, tous les blocs logiques, tout ce qui est en bleu là, est activé, tout ce qui est dans les autres couleurs est désactivé. Donc on bloque l'entrée de configuration et on fait fonctionner le FPGA. Donc on met des valeurs en entrée, on récupère les valeurs en sortie, et du coup ça c'est la description VHDL que vous avez faite, que vous avez rentrée dans votre FPGA en le configurant avec votre bitstream, qui va fonctionner. C'est bon? Ok, alors maintenant, les flots de conception. Alors sur cette partie du cours, il y a des choses que vous reverrez un peu plus tard, en 5K, sur tous les flots de conception numérique. Donc ça, c'est un cours que je fais en 5K sur vraiment, mais alors c'est pour cible ASIC. Donc, par contre, la synthèse, que ce soit pour un FPGA ou pour une cible ASIC, il y a certains éléments qui sont un peu les mêmes. Sur cette partie-là, je vais réellement insister. Il y a des choses que je vais passer parce que vous les verrez un peu plus tard, puis c'est pas forcément fondamental pour vous à ce moment de votre formation. Et il y a des choses sur lesquelles je vais insister, par contre, parce que ça, c'est important. Ok, alors, l'idée de base, c'est de se dire, je pars d'une spec, je vais la transformer en VHDL. Alors, le plus simple pour décrire des gros blocs, c'est d'avoir une approche comportementale, sauf si vous avez déjà des gros blocs qui ont été écrits, que vous pouvez réutiliser, ou là vous allez faire du structurel. Et ensuite, à partir de ce VHDL comportemental, ici, vous allez commencer les étapes de synthèse. Donc, ça va être transformé progressivement jusqu'à avoir un layout. Alors ça, c'est l'approche ASIC. On ne va pas parler de ça puisque vous, cette année, vous allez travailler sur du FPGA. Donc, hop, en gros, ça et ça, c'est ASIC. Vous allez décrire au niveau porte et ensuite, ça va être transformé en bitstream et aller dans du CLB. OK? Donc voilà, ça, on n'ira pas. Mais dans le flow ASIC, en 5K, vous verrez comment on peut arriver jusque-là. Alors, donc on a les différents niveaux, système, archi, logique, circuit. Alors pareil, ici, ça c'est... Hop là, pardon, j'ai débordé. Ça, c'est une approche analogique. Donc, je peux faire de la conception numérique, de la conception analogique, c'est des flots différents. Donc, cet aspect-là, c'est de l'analogique. Donc, quand on fait du FPGA, on ne peut pas faire d'analogique dans un FPGA, on reste sur du numérique. Donc, on va travailler au niveau de ce qui est en rouge ici dans le tableau. Donc, je vais voir comment je vais transformer mon VHDL comportemental en un certain nombre de fonctions concurrentes ou séquentielles, et comment je vais pouvoir ensuite transformer ça en porte logique, donc en équation logique qui donne les portes logiques. Hop.
Voilà, donc ça, il y a des éléments qui vous sont utiles cette année, il y a des éléments qui ne sont pas forcément utiles, que vous verrez un peu plus tard. Une chose qui est quand même importante à retenir, c'est que je décrive du VHDL tout en haut en comportemental ou que j'arrive à des interconnexions de transistors ou de portes tout en bas, c'est le même circuit. C'est juste le niveau d'abstraction qui change et éventuellement la manière de le décrire qui change. C'est-à-dire que là, je ne vois pas apparaître de portes logiques, là, je vois apparaître les portes logiques pour tous mes blocs. Voilà. Ok, donc si je vous montre ça sous forme de petites images, on va dire, voilà, je peux avoir une description comportementale, ça je vais le transformer sous une architecture, donc là je mets le niveau RTL, c'est juste je mets les blocs. Ensuite, chaque bloc, je le transforme en niveau porte. Donc le FPGA, ça s'arrête là. Et si je vais jusqu'au ASIC, je vais descendre au niveau transistor et au niveau layout. Voilà. Là, cette année, ce qui vous intéresse, c'est ça, ça et ça. Tout le reste, vous le verrez en 5 ans. Alors, si maintenant je m'intéresse réellement au FPGA, parce que c'est ça qui m'intéresse, puisque la cible FPGA, c'est cette année, je répète, ASIC, c'est 4 à 5 ans. Donc, vous allez faire votre description VHDL. Donc, vous partez de votre spec, vous pouvez décomposer votre circuit numérique en sous-blocs fonctionnels. Et ensuite, pour chaque bloc, vous allez faire une description VHDL. Et ensuite, vous faites du structurel tout en haut pour assembler tous ces blocs. Donc, première étape, une fois que j'ai décrit mon VHDL, je vais le simuler. Donc, je vais faire une simulation comportementale, donc idéale, de mon VHDL comportemental. Donc là, vous utilisez l'outil ModelSim avec Vivado de Xilinx. Donc ça vous permet de vérifier grâce à un test bench que votre description de circuit correspond bien à ce que vous voulez. J'insiste, le plus dur, c'est de faire le test bench pour tout vérifier. Ensuite, on va passer dans l'étape de synthèse. Donc en gros, je vais transformer mon VHDL en élément logique. Donc ça, c'est la première étape. Donc c'est l'étape de synthèse. Et la deuxième étape, ça va être de placer et router tout le circuit à l'intérieur du FPGA. Ok. Une fois que j'ai fait ça, là j'ai une prévision de où est-ce que je vais mettre mes éléments logiques, comment je vais les interconnecter, ce qui veut dire que je peux simuler en tenant compte des retards introduits par le système. Et si cette simulation correspond bien à ce que je voulais, donc elle va être un tout petit peu différente de celle-là, puisque je vais prendre en compte les retards réels de mon circuit, je peux générer mon bitstream et configurer mon FPGA et le faire fonctionner. Alors, là, on va aller un peu plus vite sur cette partie-là, sur certaines parties, certains transparents, parce que c'est pas forcément ce qui va être le plus important. L'idée de base, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui correspond à de la synthèse quand je vise de l'ASIC. Donc vous êtes sur FPGA, c'est encore autre chose. Ce qui est vraiment super important, c'est de se dire, donc c'est ce que je vous avais dit au tout début, garbage in, garbage out, c'est-à-dire en gros, si j'écris mal mon VHDL à l'entrée, forcément j'aurai un mauvais circuit à la sortie. Donc il n'ira pas vite et il prendra beaucoup de place. Donc c'est pour ça que c'est important de bien décrire son VHDL, parce que selon la manière dont on va le décrire, l'outil lui automatique qui fait la synthèse, donc qui transforme votre VHDL en un élément logique et en interco dans votre FPGA, il ne va pas réagir de la même manière. Donc là, on va passer gaiement là-dessus. L'idée de base, c'est de se dire, voilà, je vais prendre un exemple de VHDL, je vais le synthétiser et ça va aller dans un certain nombre de CLB et je vais
interconnecter mes CLB entre eux. Je peux avoir des vues équivalentes niveau porte. Donc ça, c'est des choses que vous verrez en 5K. Donc je vais aller très vite là-dessus. C'est là où ce qui vous intéresse, c'est pas forcément ça. Donc ça va se faire en plusieurs étapes. Je vais partir de mon VHDL comportemental. Je vais arriver à un assemblage de blocs. RTL, c'est Register Transfer Level. Donc c'est écrit ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je décompose mon système entre des blocs opératifs, donc des fonctions logiques et arithmétiques, et entre ces blocs opératifs, je vais mettre des flip-flops. Donc, ça revient quelque part à décrire soit une partie calcul qui alterne des blocs de logique numérique avec des blocs de mémorisation, les uns en dessous des autres. Et pour les parties contrôle, ça revient à décrire des machines d'état. OK? Donc, globalement, tous les circuits numériques vont être un peu tous de la même manière, une partie qui calcule, une partie qui contrôle. D'où l'importance de savoir faire des machines d'état et de bien les décrire en VHDL. Ensuite, l'idée de base de la synthèse, ça va être de dire comment est-ce que je vais assigner les différentes parties. Donc, le but de la synthèse, c'est de dire, j'ai un circuit décrit en VHDL, je veux utiliser le minimum de choses pour le faire. Donc, dans le cas des FPGA, c'est le minimum de CLB, le minimum d'interconnexion. Donc, l'outil va travailler pour transformer votre VHDL en CLB et interconnexion de manière à utiliser, si possible, le moins de CLB. Alors, ce n'est pas pour utiliser le moins de CLB, parce qu'on voit dans un FPGA qu'il y a plein de CLB qui ne vont pas être utilisés. Non, l'idée, c'est vraiment que je dois avoir un minimum d'interconnexion parce que c'est ça qui va impacter la fréquence de fonctionnement ou le temps de réponse de votre circuit. Hop. Donc, l'idée de base, c'est que vous allez donner des contraintes et donc l'outil va essayer de trouver une solution pour avoir un temps de réponse de votre système qui est inférieur à la contrainte temporelle que vous avez fixée. Et si vous avez fixé une contrainte en surface, donc ça c'est vrai pour ASIC, c'est pas vrai pour FPGA, à minimiser cette surface. Donc là je passe aussi parce que dans le cas du FPGA, ça c'est pas forcément vrai. Tuc. Alors, hop, je vais passer gaiement tout ça. Ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est comment est-ce que finalement je peux arriver à simplifier une fonction logique. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que avant le VHDL, je travaillais plus qu'avec des équations logiques et donc les outils de synthèse, historiquement, ont été construits pour minimiser des fonctions logiques. En gros, ce que vous avez appris quand vous avez appris la logique booléenne, donc tableau de Carnot, forme canonique, tout ce genre de choses, c'est ce qui est à la base de ces outils de synthèse. Donc ça, je passe aussi gaiement puisque c'est vraiment de la synthèse pure et dure, mais pas du tout FPGA, ça pareil. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est vraiment comment je le fais dans un FPGA, puisque dans un FPGA, les ressources disponibles sont déjà là. Donc, votre outil, lui, il va arriver à un résultat de synthèse avec un certain nombre de portes logiques et un certain nombre d'éléments de mémorisation. Et ensuite, tout le travail dans un FPGA, ça va être de sélectionner les slices, les CLB et les interconnexions qu'on utilise à l'intérieur du FPGA. Et donc, vous allez vous retrouver avec un certain nombre de slices qui vont être utilisés. Donc, vous pouvez avoir l'image
hop, ici, de tous les slices, et à l'intérieur, enfin, de tous les CLB, pardon, et des slices, et à l'intérieur, vous verrez quels sont les éléments logiques qui sont actifs. Ensuite, ça va router tout ça. Donc ici, vous voyez en bleu ciel, vous avez toute l'interconnexion entre les différents éléments logiques qui ont été sélectionnés. Et ensuite, vous avez des taux d'utilisation de tout votre FPGA. Donc c'est clair que si on prend un FPGA gigantesque pour faire des tout petits circuits, on en utilise très, 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 très peu. OK, donc voilà, c'est ça vraiment qu'il vous faut retenir. C'est que je pars du VHDL, je transforme ça en porte logique, en lookup table et en un élément séquentiel, et hop, je positionne ça dans le FPGA, donc ça c'est automatique. Et l'outil fait aussi de l'interconnexion. OK, alors, ça, je vais passer aussi, c'est des notions qui ne sont pas forcément utilisées dans le FPGA, c'est plus de la ZIC. Donc, tout ça. Alors là, par contre, j'ai des choses qui sont plus intéressantes. C'est comment les outils vont travailler pour essayer d'équilibrer les chemins. Même si, pareil, hein, c'est des notions que vous verrez un peu plus tard. Parce que c'est vraiment comment travaillent les outils, le cœur des outils. Vous, là, vous êtes en 3A, utilisateur, vous découvrez le VHDL, vous découvrez les FPGA. Donc, ces petites subtilités d'équilibrage des chemins de propagation, c'est pas forcément la chose centrale pour vous, là, à l'heure actuelle. L'idée de base, c'est de se dire, si je mets les choses en série comme ça, et j'utilise que des opérateurs d'addition, 2 entrées vers une sortie, d'abord je vais faire A plus B, puis je vais rajouter plus C, puis je vais rajouter plus 1, et j'aurai le résultat. Ce qui veut dire que le temps de propagation, si A change par rapport à R, c'est la traversée de 3 opérateurs. Alors que si je fais C plus 1 ici, A plus B ici, et ensuite j'additionne les deux ici, je traverse un 3e opérateur, donc je fais exactement la même opération que dans ce cas-là, sauf que si A change, même exemple qu'ici, je vais traverser 2 opérateurs d'addition. Donc cette structure-là est plus efficace que cette structure-là. Pourtant, dans la description VHDL, c'est la même chose. Voilà. Donc, ensuite, selon comment va travailler l'outil, selon si vous avez commencé à décrire des choses, favoriser des choses dans votre VHDL, le résultat va être différent. OK. On a des techniques qui permettent aussi aux outils de synthèse de réutiliser des opérateurs. Quand il n'y a rien de marqué, on considère automatiquement que oui, là, c'est qu'il y a une coquille, j'imagine, dans l'image qui a été prise. En gros, je pense que là, c'est le tirage ABDD. Donc ça doit être le dessin d'une alimentation haute, je suppose, qui est super mal fait dans le transparent. Et oui, ça, c'est bien. Donc, quand on fait ce genre de choses, on peut partager certains opérateurs. Donc ça, pareil, c'est l'outil de synthèse qui le gère. Je passe vite. C'est pas forcément super intéressant pour vous là maintenant. Donc typiquement, alors ces histoires de partage d'opérateurs, c'est si j'ai une addition qui peut se faire entre C et D, A et B, je peux mettre un opérateur d'addition et je mets des multiplexeurs en entrée qui vont me permettre soit de router C et D vers mon additionneur, soit A et B vers mon additionneur. Et donc, quand celle vaut 1, c'est A et B qui vont être routés vers mon additionneur, sinon c'est C et D qui vont être routés vers mon additionneur.
Mais ça, pareil, c'est l'outil de synthèse qui le fait. Pour vous, c'est complètement transparent à ce niveau-là. Alors, même commentaire ici. À partir d'un additionneur, je peux faire aussi un soustracteur si je suis en complément à 2. Alors, ce que je viens de vous dire, pourquoi? Parce que A moins B en complément à 2, c'est égal à A plus B bar plus 1. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on est d'accord que coder moins B en complément à 2, c'est faire B bar plus 1. Donc, ça veut dire que finalement, faire une soustraction revient à faire une addition. OK? Donc, ça veut dire que je peux utiliser un additionneur pour faire soit une addition, soit si j'ai mon plus 1 qui arrive, pour faire une soustraction, il me suffit de complémenter B. OK? Donc, pareil, ça, c'est des choses qu'on reverra en 4A et en 5A. Donc, pour l'instant, ce n'est pas forcément le point d'intérêt. Alors, ça, du coup, ça se fait automatiquement. Par contre, vous pouvez, lorsque vous allez décrire votre VHDL, favoriser ce type de choses. Donc là, vous pouvez avoir un certain contrôle, et c'est ça qui est intéressant là, dans ce que je vous raconte, c'est que vous pouvez décrire vous-même des choses. Donc ça, vous verrez, pareil, en 4A, je vous ferai un cours sur l'architecture des processeurs, et le TP d'application de ce cours sur l'architecture des processeurs, c'est encore du VHDL. Donc c'est pour ça que c'est important de bien bosser son VHDL cette année, parce que vous allez encore faire beaucoup de VHDL l'année prochaine, mais à un niveau un peu plus costaud, où vous verrez comment justement décrire des additionneurs, pas en mettant un opérateur plus, mais en décrivant réellement votre additionneur pour ensuite l'utiliser dans différents blocs et maîtriser combien de fois vous allez partager cet additionneur pour faire différentes opérations. Donc, vous verrez comment on peut avoir un contrôle très, très fin en VHDL de ce qui va être fait derrière. Hop. OK, donc, cet exemple-là est intéressant. Pourquoi? Parce que vous ne laissez pas l'outil de synthèse prendre les décisions pour vous. Donc ça, je dirais, c'est la solution de facilité. L'outil de synthèse vous donnera toujours un résultat, sauf que si vous voulez réellement optimiser votre circuit, à un moment, il faut prendre la main sur ce que va faire l'outil de synthèse. Alors, si je prends deux descriptions qui sont équivalentes, donc ça, il faut imaginer que je le mets dans un process. Les instructions séquentielles sont dans des process explicites. Les instructions concurrentes, ce sont des process implicites. Je n'ai pas le mot-clé process qui apparaît quand je veux décrire ça. Je dirais que je suis en train de faire des additionneurs qui sont des circuits combinatoires et un multiplexeur. Je favoriserai cette utilisation plutôt que celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous devez être capable de lire et de comprendre du VHDL en lisant. Globalement, là, si je lis ces trois instructions, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire A plus B, donc une addition ici que je mets dans somme 1, C plus D que je mets dans somme 2. Je répète, process implicite, tout ça, ça existe en même temps. Tous mes process existent en même temps dans mon VHDL, sont évalués en même temps. Et ensuite, j'ai un multiplexeur avec mon when else et la condition de sélection ici. Donc, si celle vaut 1, y prend somme 1, sinon, ça prend somme 2. Donc ici, j'ai la même chose, mais ça, quelque part, j'ai un mot-clé process et un end process, enfin un begin et end process qui entoure ce truc-là. OK, donc si je regarde ce que ça va me donner, quand je fais ce truc-là, je vais me retrouver avec
un additionneur. Là, je me retrouve avec un deuxième additionneur. Et là, je fais le choix. Donc, j'ai 2 additionneurs, un multiplexeur. Si je suis malin, ben, je vais décrire mon circuit autrement. Pourquoi? Ben, parce que l'addition me coûte cher. C'est une fonction arithmétique qui est complexe. Un multiplexeur, c'est beaucoup plus simple. Donc l'idée de base, ça serait de dire, ben, il me faut décrire mon VHDL, non pas pour utiliser 2 additionneurs, mais pour, en fonction de la sélection, choisir qu'est-ce que je vais envoyer à mon additionneur. Donc ici, vous pouvez avoir un autre type de description qui va vous permettre de directement gérer vos ressources. Alors, comment est-ce que je peux faire ça? Ben, c'est très simple. Donc, j'ai dit 2 additionneurs, un multiplexeur. Je peux faire un petit schéma ici qui va me dire ben, qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, si je dessine le schéma équivalent au circuit que je suis en train de vous décrire ici, je vais me retrouver avec un bloc, 2 blocs et un bloc de routage derrière. Ici, j'ai mon additionneur. ADD. Ici, je vais me retrouver avec un autre additionneur. Et ici, je me retrouve avec mon MUX. Hop, qui est le MUX de sortie ici. Je route mes signaux. Donc la sortie d'un additionneur va rentrer dans le MUX. L'autre va rentrer dans le MUX. Et tout ça, ça va dépendre de la sélection. Donc ici, je vais avoir mon signal de sélection, celle qui va faire le choix entre l'un ou l'autre. Ok, donc si on dit celle vaut 0, donc quand celle vaut 0, je prends somme 2, donc C plus D. Donc là, je vais avoir les entrées C, D, que je vais retrouver à l'entrée de cet additionneur. Ici, je vais retrouver les entrées A, B, à l'entrée de celui-ci. Et donc, je sais que quand celle vaut 0, hop, ici, j'ai somme 1 qui va rentrer dans mon MUX et qui va aller vers la sortie Y, qui va être ici, hop. Et si jamais celle vaut 1, cette branche-là, je vais additionner A et B, je récupère somme 2 ici, et hop, je le route sur Y. Donc, si maintenant je me dis, l'addition, ça coûte cher, donc je veux en utiliser qu'un, voilà le schéma équivalent à celui-ci, ça fait la même fonction. Si celle vaut 0, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre C ici, D ici, je fais l'addition et je la sors sur Y. Ça correspond bien à C plus D sorti sur Y. Si celle vaut 1, mon MUX ici prend A, lui prend B, je fais bien l'addition de A et B sur Y. Donc j'ai 2 descriptions qui sont parfaitement équivalentes, sauf que celle-ci est beaucoup plus efficace en termes de surface. Du coup, si je regarde le VHDL concurrent équivalent, c'est que du combinatoire, autant utiliser des instructions concurrentes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, donc je vais donner des petits noms à mes sorties de MUX, ici. Hop. Donc lui, je vais l'appeler M1. Cette sortie-là. L'autre, je l'appelle M2. Cette sortie-là. Et donc maintenant, il me faut décrire le VHDL qui correspond. Donc je vais dire M1 prend, alors quand celle, bon si je fais des tests sur celle à 0, on va dire. Donc M1 prend A ou de celle 1, je vais respecter cette nomenclature-là. Donc M1 prend A, celle égale 1,
else, j'oublie ça, else, c'est. Donc là, je viens bien de décrire ce multiplexeur-là. Maintenant, je décris son petit camarade ici. Donc, je vais avoir M2, prend. Alors, quand cell voit 1, c'est B. Cell égale 1. Else D. Dernière étape, il me faut décrire mon additionneur ici. Donc, ça, c'est très facile. Je vais dire Y prend M1 plus M2. Et j'ai fini. Donc, en termes de VHDL, j'ai 3 lignes, en termes d'utilisation et de partage d'opérateurs, cette description va être vachement plus efficace, je répète, parce qu'un additionneur, ça prend beaucoup plus de place qu'un multiplexeur. Donc voilà, je dirais que dans cette partie du cours là sur le VHDL, la synthèse, etc., c'est super important pour vous dans l'apprentissage du VHDL de bien comprendre que la manière que vous avez de décrire votre VHDL a un impact sur ce qui se passe au niveau matériel. Et que du coup, ça va être vachement plus efficace parce que beaucoup plus léger en termes de logique. J'utilise qu'un opérateur d'addition, donc potentiellement plus léger en termes de routage, donc plus rapide. Donc il y a de très très fortes chances que cette description VHDL qui va donner ceci sur un circuit soit beaucoup plus efficace que cette description-là. Donc voilà, c'est ça qui est le point important pour vous à retenir cette année. C'est selon comment on décrit son VHDL, on a un circuit qui est plus ou moins efficace. C'est bon? Pas de questions? Hop. On continue. Ok. C'est un peu des exemples équivalents. Où voilà, alors je peux faire aussi un composant purement combinatoire en utilisant un process. La condition, c'est que tous les signaux ici soient normalement dans votre liste de sensibilité. Donc là, si vous le décrivez comme ça, il va y avoir un petit souci. Donc là, il faut impérativement que, ici, dans votre liste de sensibilité, vous ayez le C en plus. Sinon, vous n'êtes pas en train de décrire de la logique combinatoire équivalente. Donc ça, vous virez ça. Et il faut impérativement qu'il y ait ce C-là. Donc toutes les entrées d'un bloc combinatoire, si vous décrivez ce bloc combinatoire avec un process explicite, donc avec une liste de sensibilité qui va réveiller votre process, il faut que ce soit là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Si vous oubliez le C ici, quand C va changer, ok, Z ne va pas évoluer, puisque C n'est pas dans la liste de sensibilité de votre process. Du coup, il n'y aura pas de réévaluation de la sortie Z. Donc C va changer, mais tant que un des autres signaux A, B, cell ne changera pas, Z ne sera pas mis à jour. Donc vous n'êtes pas en train de faire ça. Vous êtes en train de faire autre chose. Ok, donc c'est pour ça que je m'acharne depuis le début de mon cours, tout ce que je vous raconte, à vous dire attention, si vous faites de la logique combinatoire, n'utilisez pas des process explicites, utilisez des process implicites, utilisez des instructions concurrentes. Ok. Donc ça c'est check. Ok, donc voilà, ça c'est une autre manière de le faire. Pareil, là il me manque le C, donc c'est même bêtise. Voilà, c'est le même exemple, où vous allez faire une sélection sur C et B, puisque B et C apparaissent des deux côtés, alors que le A apparaît sur la même branche de l'opérateur, donc A peut être ici, et la sélection peut se faire sur C et B. Le message, il est là, ici. Par contre, le faire avec des process explicites, c'est une grosse bêtise. Alors, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues,
quand on fait des process explicites et qu'on veut décrire des circuits combinatoires, il faut, et j'insiste là-dessus, impérativement que dans la liste de sensibilité, vous ayez toutes les entrées de votre bloc combinatoire. Donc, si je m'amuse à regarder cette description, je m'aperçois, qu'elle n'est pas du tout efficace en termes de VHDL, elle est potentiellement source d'erreur si vous oubliez un des signaux ici. Une autre manière d'écrire un process de manière explicite, c'est d'utiliser un wait-on. Et ici, je retrouve les signaux de ma liste de sensibilité, sauf que cette fois, c'est le wait-on qui fait office de liste de sensibilité. Petit commentaire, il faut impérativement avoir soit un wait-on avec des signaux, soit une liste de sensibilité. Si vous me mettez un process sans wait-on, sans liste de sensibilité, ça veut dire que ce process sera évalué en permanence et ça veut dire que vous serez incapable de simuler ce circuit. Alors, si je regarde ce que fait ce circuit, donc ça, c'est des choses qu'il faut que vous soyez capable de faire. Eh bien, je suis en train de faire un multiplexeur. Hop. Alors, comment est-ce que je vois ça? Je vois ça parce que, tiens, je teste un bit de sélection. S'il vaut 1, la sortie Z vaut A, sinon, ça vaut B. Donc, ça veut dire que j'ai un multiplexeur avec une entrée A. Oups. Une entrée A, une entrée B, une sortie Z et un bit de sélection cell. Et donc, quand cell vaut 1, Z prend A, quand cell vaut 0, Z prend B. OK? Donc, c'est complètement non efficace de l'écrire de cette manière-là, avec un process explicite équivalent. Par pitié, lorsque vous avez de la logique combinatoire, ça c'est tellement plus simple de l'écrire de cette manière-là. Et c'est beaucoup plus efficace. Là, je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Ça me prend une ligne dans VHDL plutôt qu'un truc absolument horrible en pleine ligne où vous pouvez faire des erreurs si vous oubliez un des signaux ici. OK? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi fait partie des choses importantes que vous devez maîtriser cette année. C'est quel type de VHDL je dois utiliser. Instruction concurrente ou instruction séquentielle dans un process explicite pour décrire un type donné de circuit. Vous êtes en train de décrire des circuits. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne à utiliser des process explicites pour décrire des blocs combinatoires, alors que le VHDL, il y a des choses qui existent qui permettent de décrire des blocs combinatoires de manière très simple. Hop. OK, on continue. Donc, toujours pareil, des exemples sur comment on peut décrire des choses. Donc, là, on est dans le cas où je vais avoir différentes entrées A, B, C. Et ensuite, en fonction de codes qui vont arriver sur X, je vais router soit Z prend A, soit Z prend B, soit Z prend C pour tous les autres cas. Même commentaire que précédemment, sauf que quand j'ai des choix multiples comme ça, l'instruction concurrente qui me permet de faire ça de manière efficace, c'est le with select. Donc plutôt que de faire un truc comme ça, et même si vous voulez le décrire ici dans des instructions séquentielles, plutôt que d'utiliser des if else if else, vous avez le case aussi qui est très efficace quand on va faire des process explicites. Mais si on est sur des circuits combinatoires, je m'acharne et je répète encore une fois, par pitié, ne faites pas de process explicites. Je ne veux pas avoir des choses comme ça.
faites des instructions concurrentes, des process implicites. Ça sera beaucoup plus efficace et vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. OK. Il y a quand même juste un petit élément qui est important, même si l'exemple est mal choisi. Check. C'est l'ordre de priorité. Le premier test, ici, c'est celui qui est prioritaire. Voilà, c'est le seul point qui est important dans cet exemple à retenir. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi. C'est un circuit combiné. Un bien meilleur exemple aurait été de faire un circuit séquentiel avec un test sur le reset. Donc, if reset, else if clock égale 1 clock event. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon reset est prioritaire, donc j'ai un reset asynchrone. Voilà. Donc, c'est le seul point qu'il faut faire gaffe, c'est que là, en fait, l'ordre est important. Et en priorité, je vais tester la première chose. Pourquoi? Je suis dans un process explicite, j'évalue mes instructions dans le process explicite de manière séquentielle. Donc, je vais d'abord évaluer ça avant de passer à la suite. Voilà, c'est pour ça que c'est prioritaire. Du coup, ça a un impact sur le circuit que vous allez générer. Oh tiens, un compteur. Ah bah tiens, vous allez à faire ça en TP. Je ne sais pas si c'est exactement ce type de compteur, mais donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que ici, quel que soit ce qui va se passer sur votre compteur, donc sur la sortie Q, vous pouvez pas lire une sortie, donc là, Q est vraiment un port de l'entité, un port de sortie, donc ça, c'est impossible à lire. Donc, vous allez devoir utiliser un signal interne à votre circuit, qui est ici, qui est count. Et donc, si vous écrivez ce truc-là, donc process clock, ça veut dire que tout ce qui va se passer là-dedans va dépendre de l'horloge, à l'intérieur de ce bloc-là. Par contre, ça, ici, ça existe tout le temps. Donc, ce truc-là et ce truc-là existent tout le temps, fonctionnent en même temps. Donc ici, j'ai le point de connexion en vert qui correspond au fait que Q est en permanence connecté à count. Donc Q prendra tout le temps la valeur que j'ai sur count. Donc voilà, c'est une même équipotentielle. Sauf que, vu que là, normalement, j'ai la limite de mon entité, ici. Donc ça veut dire que Q, on ne peut pas imaginer la broche d'un package de circuits avec un petit fil et un petit trou dans le boîtier pour reconnecter Q à l'intérieur. C'est pas envisageable si je raisonne en termes de circuit. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon signal interne. Si je regarde maintenant mon process, je m'aperçois que pour que count évolue, il faut la condition absolue, c'est que j'ai un front montant ici sur l'horloge. Donc, tant que je n'ai pas de front montant sur mon horloge, ici, count en sortie ne peut pas évoluer. Par contre, si j'ai un front d'horloge sur ma bascule, enfin mes bascules, puisque là, count est sur 16 bits, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à évaluer des choses. Et donc, je vais me retrouver en train de décrire ce truc-là. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire si count est supérieur ou égal à 9, alors je le remets à 0. Donc voilà, là je suis en train de dire count arrive ici, si il est supérieur ou égal à 9, je le remets à 0. Et sinon, je l'incrémente. OK. Voilà, donc là, ça c'est des choses importantes. Donc là, je suis parfaitement d'accord pour utiliser un process explicite avec une horloge. J'aurais pu mettre un reset aussi. Alors, il faut mettre des resets dans vos process explicites parce qu'on ne démarre pas un circuit numérique sans savoir quelles sont les valeurs à l'intérieur de ce circuit.
OK. Donc voilà, là c'est vraiment, vraiment utile. Et donc, vous voyez que selon la manière dont vous allez décrire les choses, bah, là, c'est le if qui est beaucoup plus prioritaire que le if count. D'accord? Donc ça, c'est bien à l'intérieur de ce qui se passe dans l'horloge. Donc, tant que je n'ai pas de front d'horloge, ben, il ne se passe rien du tout sur mon circuit, il reste complètement bloqué. Hop, on continue. Alors, important. Ici, je multiplexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis en train de faire une affectation de une des entrées vers le signal S. OK? Donc ça, c'est du combinatoire. Moi, je suis désolé, hein, je vais encore raturer des choses sur les transparents. C'est du combinatoire, donc case, quelle horreur, c'est un process explicite, donc je ne vais pas utiliser ça. Je décris du combinatoire, j'ai plein d'entrées à affecter en fonction de celles, etc. Qu'est-ce que je fais? Si je fais du combinatoire, j'utilise l'instruction with select. Donc with cell, et en fonction de la valeur sur cell, je vais dire S prend à 0, S prend à 1, 1. Et donc, chaque fois, je vais donner les valeurs de celles qui permettent de dire que S prend à 0, prend à 1, prend jusqu'à AN-1. Donc, surtout pas avec du case. Enfin, on peut le faire, mais voilà, c'est beaucoup mieux de le faire avec du with select. Ensuite, si j'ai ce type de choses, alors ce type de choses, c'est pas un multiplexeur, même si on va l'écrire un peu de la même manière. Alors, comment ça se passe, ce truc-là? Là, j'ai un bus S, et je vais dire, en fonction des bits de sélection ici, je vais connecter l'entrée au bus. Alors, c'est évident que quand j'ai ce type de choses, quelque part ailleurs dans mon circuit, l'activation de celle à 0, celle à 1, celle à n-1 ne peut pas être simultanée. C'est soit l'un, soit l'autre qui va être activé. Et donc, pour décrire ça, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser du when else. Okay, donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire S prend à 0, when cell à 0 vaut 1, else, S prend Z. OK? Donc, si lui met Z et lui met une valeur, c'est cette valeur qui va prendre le dessus sur le Z. OK? Et donc, comment est-ce que je code l'état haute impédance? Donc, ça, c'est quelque chose que je vous avais dit en tout début de cours. Ça se code avec du Z. OK. Donc, c'est quoi? Alors, si je reste par contre sur de la logique séquentielle, donc, le if, c'est dans un process explicite. Qu'est-ce qui se passe si je mets des ifs les uns derrière les autres? Le premier if est prioritaire. D'accord? Donc, ça veut dire que je vais me retrouver à faire une première sélection, une deuxième sélection, etc., etc. Je commence par la plus prioritaire et je finis par la dernière. Donc là, le in inférieur à 17, sinon C, c'est ce premier bloc-là. Le deuxième bloc, c'est si je suis supérieur à 17, je vais avoir mon deuxième bloc. C'est pour ça que, donc si vous voulez faire avec le case, vous aurez quelque chose d'équivalent, puisque le case est le choix qui permet de tester toutes les conditions. Je répète, on ne fait ni avec du if, ni avec du case. L'équivalent en instruction concurrente de ça, c'est du when else enchaîné. Donc, si je vous écris ça en équivalent concurrent, je vais dire out prend A when in supérieur
A17, else A prend B in inférieur à 17, else C. Alors, je peux avoir l'équivalent en instruction concurrente, qui est ici. Je peux enchaîner les one else. C'est ce que je fais ici. D'accord? Normalement, l'instruction one else, c'est juste la zone que je n'ai pas repassée. Donc, c'est out prend A, when une condition, else une autre valeur. Je peux les enchaîner en faisant du when else, one else, one else. D'accord? Et je redonne l'affectation ici. Là, si je le décris comme ça, je vais avoir effectivement une succession de multiplexeurs. Sinon, si je ne veux pas avoir une succession de multiplexeurs, mais un test à même niveau, il faut que j'utilise l'instruction with select. Donc pareil, vous avez l'exemple du case ici. Donc le with select, c'est pareil. Mais sauf que ce n'est pas dans un process, le with select, c'est hors process explicite. Ok, donc ça c'est des exemples qu'on a déjà vus. Hein. Donc ça se fait très facilement. Donc ça, c'est des choses que vous devez maîtriser maintenant. Donc j'espère que les 16 participants à 9h15 maîtrisent ces choses-là. Les autres, je suis assez inquiet. Hop. Donc on va passer gaiement. Alors, juste un point particulier, c'est tant que je fais de la simulation, c'est pas la réalité, même si ça s'en rapproche le plus possible. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment à la fin, quand je vais faire, je vais configurer mon FPGA et je vais vraiment regarder les signaux en sortie, que je vais vérifier mon circuit. J'ai quand même différentes étapes de vérification. Donc, j'ai les specs, je vais faire ma description VHDL comportementale, je vais simuler, donc j'aurai déjà une première vision de est-ce que le circuit fonctionne comme je l'espère. Si ça ne fonctionne pas comme je l'espère, je reviens là, je modifie. Je passe l'étape de synthèse. Donc je vais essayer de voir comment je vais utiliser des ressources dans mon FPGA pour faire mon circuit. Donc j'ai ma netlist. Je vais pouvoir la simuler. Donc, je vais intégrer un certain nombre de retards. C'est juste les temps de propagation dans les portes. Je simule, je vois si je suis toujours bon. Si je suis bon, je place et je route. Donc, je vais assigner ma netlist dans le CLB, dans le routage des interconnexions configurables. Je vais avoir des retards dus au routage en plus de celui des CLB, des portes. Et pareil, je peux resimuler et voir toujours si tout va bien. Et si tout va bien, je configure mon FPGA, je le fais fonctionner pour de vrai. Et je vais mesurer les signaux qui m'intéressent et je vais vérifier que je suis toujours bon et que tout fonctionne. Donc voilà, ça, c'est toutes les étapes de vérification. On peut avoir des mauvaises surprises. C'est-à-dire que quelque chose qui va fonctionner parfaitement là ne va plus fonctionner ici, et encore moins ici. Alors, très souvent, ce que vous obtenez là correspond à ce que vous aurez dans la réalité, à très peu de choses près. Mais entre un VHDL qui a été écrit d'une certaine manière que je simule ici qui fonctionne, ce VHDL, une fois qu'il est transformé, en fonction des choix que j'ai pu faire, et du style de VHDL que j'ai écrit, les outils de synthèse vont pas du tout générer le même circuit et je peux avoir de très mauvaises surprises à l'arrivée. Et le circuit peut ne pas fonctionner à cause des délais. Ok. Donc, toujours l'histoire de comment est-ce que... c'est quoi qui est important à retenir quand vous écrivez du VHDL pour faire des circuits?
C'est que quand vous êtes dans ce genre de description concurrente, bah, les instructions concurrentes existent tout en même temps. C'est des process implicites, hein, donc tout process est évalué en même temps. Quand vous avez un process explicite, là, ça va se faire les unes après les autres. OK. Petit commentaire en passant, c'est pas une très bonne idée d'écrire ce genre de choses parce que là, en fait, vous êtes en train de faire un écablé sans le dire. Donc, je peux pas. Vous êtes en train de court-circuiter en fait Z avec la sortie de A et B, la sortie de C et D. Donc ça, faut éviter, bien évidemment. Sinon, ici, selon ce que vous avez, l'outil va pas être content et va vous mettre du X sur Z en disant, tiens, cette portée essaye de mettre un 1, cette portée essaye de mettre un 0, c'est un court-circuit. Donc, je vais mettre du X. Donc ça, c'est pas bon. Si vous écrivez ça, par contre, là, ça va pas, l'outil va pas gueuler. Pourquoi? Parce que, en fait, la seule chose qui va être prise en compte, c'est la dernière. Pourquoi? Parce qu'on a dit que dans un process, on évaluait chaque instruction les unes après les autres, et c'est juste à la fin du process où j'affecte mes signaux. Donc, cette affectation, Z prend A et B, ne sera absolument pas prise en compte. C'est juste cette dernière instruction qui va être prise en compte. OK, donc ça, c'est stupide. Et ça sert à rien, puisque c'est le dernier truc qui est pris en compte. Donc voilà, juste ça pour vous sensibiliser sur la manière dont vous écrivez va vraiment influencer le circuit que vous aurez à l'arrivée. Alors, il y a cette notion de delta délai. Le delta délai, c'est la résolution d'un processus. En gros, quand vous allez simuler, donc la résolution de votre simulateur, c'est après combien de délais vous allez modifier une valeur. Donc par exemple, si je dis S, un signal S prend E, je l'écris comme ça dans mon circuit, pour le simulateur, c'est un delta delay time, donc c'est 0, ça se fait immédiatement. Par contre, dès que vous allez synthétiser des choses et vous allez traverser des portes, le temps d'affectation de S par E va plus être immédiat. Donc c'est ça qui varie entre un VHDL comportemental qui marche qui est décrit avant synthèse, avant place and route, c'est que le delta délai vaut 0. Donc, si on regarde comment je peux décrire une fonction logique de base, A et B ou C, je complémente le tout. Je peux le faire de plein de manières différentes, ça c'est évident. Mais ça veut dire que selon la manière dont je vais le faire, le résultat ne va pas être tout à fait le même en termes de delta délai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je le fais avec un processus explicite et j'utilise des variables, je répète, quand j'utilise des variables, dès que je fais une affectation de variable, elle est prise en compte. Ce n'est pas des signaux. Donc, ça veut dire que I1 va bien prendre la valeur de A et B dès que je vais arriver ici. I2 prendra bien C ou I1 et S prendra bien notre I2. Donc là, au bout de un delta délai, puisque j'ai évalué un process, j'aurai bien la sortie S qui prend bien en compte I1, I2 et S. Instruction concurrente, un delta délai. D'accord, j'ai écrit l'équation logique. Je suis sur une description type float de données. J'ai une instruction concurrente, donc j'aurai bien un delta délai. C'est un process implicite. Voilà, donc dès que j'évalue un process, j'ai un delta délai. Si maintenant, je décompose ma fonction et j'utilise 3 process concurrents. Donc, chaque affectation est un process concurrent. C'est des instructions concurrentes, mais chacune va me coûter un delta délai. OK, donc je vais me retrouver avec 3 delta délai. Voilà, donc c'est juste pour vous montrer que selon la manière dont on va décrire le VHDL, le simulateur ne va pas tout à fait se comporter de la même manière. Petit commentaire amusant quand même et important.
Dans la vraie vie, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire la synthèse, vous allez vous retrouver avec une succession de portes. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec cette description-là. OK? Ça veut dire que une fois que le circuit sera réalisé dans le FPGA, ou avec des portes logiques en tout cas, vous allez d'abord traverser une première porte, puis traverser une deuxième porte, puis traverser une troisième porte. Petit commentaire. Donc ça, c'est vrai quand je fais ma synthèse. Donc si je regarde ma description de niveau porte, je vais effectivement traverser 3 portes. Si je fabrique ce circuit sur un ASIC, où je fabrique mes portes pour aller sur du silicium, ce que vous verrez en 4 à 5A, je vais effectivement traverser mes 3 portes. Si vous êtes dans du FPGA, hop, je fais des LUT, des lookup tables. Donc, je suis en train d'écrire la table de vérité de comment évolue S en fonction de ABC. Et donc, vous allez juste traverser les multiplexeurs qui correspondent à votre LUT. Donc, ça veut dire que vous l'écriviez comme ça ou comme ça, sur le FPGA, ça donnera le même résultat. OK ? Voilà, donc il y a des petites différences entre un VHDL que vous allez implémenter dans un FPGA et un VHDL que vous allez implémenter sur un ASIC. OK, on arrive à la fin. Yes. Donc, important, la manière d'écrire votre VHDL va influencer votre circuit. Donc, si je mets des ordures à l'entrée, donc si j'écris super mal mon VHDL, j'aurai une ordure à la sortie. Le synthétiseur ne fait pas de miracle. Le synthétiseur ne fait que reprendre ce que vous mettez. Donc, en fonction de ce qu'il a comme primitive, le synthétiseur va générer une description sous forme d'ALU bascule mémoire. Donc ça, c'est plus vrai au niveau RTL. Ce qui va nous intéresser ensuite, c'est que vous avez des FPGA, c'est des lookup tables et des flip-flops. Donc, la transformation de votre VHDL va être faite pour transformer toute équation logique combinatoire en une description sous forme de lookup table. Toute description séquentielle va passer par des portes logiques. OK. Donc, ce que l'on doit implémenter, au final, les équations logiques, ça c'est vrai quand je vais vers une cible ASIC. Dès que je vais vers du FPGA, ce que je vais implémenter, hop, ici, c'est des tables de vérité. Pourquoi ? Parce que dans le FPGA, j'ai des lookup tables. C'est quoi une lookup table ? C'est l'implémentation physique d'une table de vérité. Alors, j'ai plusieurs possibilités. Globalement, mon message serait, si vous voulez faire du combinatoire, utilisez des instructions concurrentes, ça évitera les erreurs doubles d'un signal dans une liste de sensibilité. Si vous voulez faire du séquentiel, faites des process explicites, mots-clés process, instructions séquentielles, if, case, etc. Donc voilà, ça c'est un des messages importants. Donc c'est un peu ce qui est résumé ici. Donc c'est que si je fais de l'affectation concurrente simple, je peux dire A et B. Alors je peux rentrer des temps de propagation, les after. Donc permettre d'avoir une... Alors ça, c'est pas synthétisable, donc il faut juste écrire ça dans la synthèse, mais je peux faire des modèles de simulation de mon circuit en mettant mes after. Par défaut, quand je fais une instruction concurrente, S prend A et B, point virgule, je mets pas de after, ça veut dire after 0 nanosecondes. Je peux faire des affectations conditionnelles avec du when else. Je peux faire des affectations par sélection avec du with select. OK.
Donc ça, c'est vraiment adapté au circuit combinatoire, j'insiste. On peut écrire des équations logiques, hein, donc ça revient à des affectations simples. Tchouk, tchouk. On peut faire, donc avec des process explicites, des multiplexeurs. Je répète, ce n'est pas la bonne solution. Utilisez le with select. Pour faire des opérateurs arithmétiques, plusieurs choix. Soit vous utilisez les opérateurs arithmétiques qui sont décrits dans les librairies I3E numérique STD ou I3E STD Logic Unsigned. Sinon, vous n'avez pas le droit de les utiliser, sinon ça ne marchera pas. Il y a des petites choses à laquelle il faut faire attention. Le type, donc selon ce que vous utilisez, vous pouvez avoir des mauvaises surprises, donc attention à ça. Vous pouvez aussi décrire vous-même vos opérateurs d'addition et les utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra en 4A, où vous allez, je vais vous obliger à décrire un additionneur 8 bits dans une procédure, et ensuite on appelle cette procédure pour, dès qu'on a besoin d'un opérateur arithmétique, l'utiliser. Sauf que là, on maîtrise complètement les portes, enfin tout ce qui est utilisé dedans. Donc ça permet vraiment d'optimiser l'additionneur en lui-même. Dans le cas du FPGA, c'est un peu différent, parce que vous avez dans les CLB un chemin de propagation de carry qui est déjà là. Donc, la transformation d'opérateurs arithmétiques dans les FPGA se fait plutôt bien, puisque j'ai des portes dédiées pour faire ça. Donc, dès qu'un synthétiseur reconnaît un opérateur arithmétique, addition-soustraction, il sait qu'il va l'implanter, qu'il va configurer le FPGA pour utiliser ces chemins de propagation de carry. Et donc, ça se fait plutôt très, très bien. Circuit séquentiel, c'est des process explicites. Donc, j'ai le mot-clé process, j'ai begin, j'ai end. Donc, c'est utilisé dès que je veux faire de la logique séquentielle. OK, donc voilà. Il faut utiliser du process explicite pour faire ça. Donc voilà. Attention à l'ordre de vos tests dans vos process explicites. Si vous testez une horloge avant un signal de reset, ça veut dire que votre reset devient synchrone et va dépendre de l'horloge. C'est pas la même chose d'écrire if RST égale 1, on va dire else if clock event and clock égale 1, then voilà, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit juste à l'intérieur du process explicite d'une bascule D, j'ai dit le reset est asynchrone. Quand il est actif à 1, la sortie prend 0. Sinon, quand j'ai un coup d'horloge, la sortie recopie l'entrée. Ça, c'est pas du tout la même chose que si j'écris if ck then if égale 1 else prend D. On pourrait se dire c'est la même chose, quoi. Je teste le reset. Quand le reset vaut 1, Q prend 0. Et sinon, quand j'ai un front, Q prend D. Eh ben non. Ici, j'ai un reset
asynchrone. Oups. Donc là, c'est bien un reset asynchrone, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas de l'horloge, il est prioritaire sur l'horloge. OK. Et ici, j'ai un reset synchrone. OK. Donc ça veut bien dire que, vu que je teste d'abord l'horloge, je dis, je teste l'horloge. Quand j'ai un front montant, si reset vaut 1, alors je mets la sortie à 0. Sinon, la sortie recopie l'entrée. Donc là, mon reset est bien synchrone. Il dépend de l'horloge. C'est-à-dire que si je mets reset à 1, il va attendre d'avoir un front d'horloge pour mettre la sortie à 0. Alors que là, dès que je mets reset à 1, quel que soit l'état de l'horloge, je mets la sortie à 0. OK, donc voilà, ça vous montre comment la façon ensuite dont je vais gérer l'ordre de mes tests à l'intérieur de mon process va faire varier le type de circuit que j'obtiens. Hop. Clic. Bon, ça on passe parce que ça n'a pas trop de sens. Alors, juste dernier petit commentaire. Dans les annexes, vous allez vous retrouver avec tout ce qui est les mots que vous allez trouver dans le VHDL. Donc tout ce qui est du langage réservé du VHDL. Vous trouvez aussi la liste des attributs. Donc il y a des choses qui peuvent être utiles là-dedans, même si c'est pas forcément utilisé beaucoup pour faire de la synthèse. On a vu certaines choses comme le A-range. On peut préférer le tout dans tout dans tout. Vous voyez, en fonction de qu'est-ce que j'utilise, je fais du plus bas au plus haut, du plus haut au plus bas. Notion de MSB, LSB. Franchement, moi, je préfère toujours utiliser les dans tout et les tout. Comme ça, au moins, c'est explicite dans les descriptions VHDL. Parce que si vous écrivez, selon le range, on ne sait pas forcément dans quel ordre c'est. Donc, il faut faire gaffe. Event, ça on l'utilise typiquement pour la déclaration des horloges. J'ai un événement sur l'horloge. Des choses dont je vous ai parlé lorsque j'ai décrit comment est-ce qu'on pouvait décrire la description de l'envoi de valeur sur des signaux dans des test bench. Donc je vous ai dit, attention, il y a deux choses qui sont différentes. J'ai dans des process explicites, pas de liste de sensibilité, mais mon wait for va arrêter. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise ça? Je mets CE1, clear 1, donc ces deux affectations sont faites de suite à T vaut 0. J'attends 5 nanosecondes. 5 nanosecondes plus tard, je vais mettre clear à 0. J'attends 62 nanosecondes. Donc là, en temps absolu, là, je suis à 67 nanosecondes. Et à 67 nanosecondes, je mets CE à 0. J'attends 30 nanosecondes de plus. Donc on est d'accord que chaque fois, le wait for, c'est par rapport au dernier événement. C'est le temps que je vais attendre. Alors que quand j'utilise le after, donc le after, il est pas à mettre dans un process explicite, il est lui directement concurrent. Là, je travaille en temps absolu, c'est-à-dire je travaille par rapport au 0 de ma base de temps. Donc je dis, je mets CE1 exactement de la même manière qu'ici, à 0 nanosecondes. Ensuite, CE, il va passer à 0 après 67 nanosecondes. Donc je prends T égale 0, 67 nanosecondes plus tard, je mets un 0 dans CE. Et à 97 nanosecondes, CE va passer à 1. Donc là, ce n'est pas du tout le temps que j'attends, c'est le temps qui s'est passé depuis T égale 0. Alors que là, chaque fois, je répète, c'est le temps qui s'est passé depuis la dernière affectation. OK? Donc, dès que vous allez avoir des test bench un peu complexes à faire,
bah, même si ça a l'air super pratique au démarrage, parce qu'on dit, ouais, on maîtrise parfaitement à quel temps on va changer des signaux, mais dès que vous allez vous retrouver avec des test bench vraiment complexes, il va falloir travailler avec des wait for. Ça, c'est pas franchement indiqué. Ça, c'est pour faire des choses très très simples. Parce que vous pouvez imaginer qu'un test bench peut durer des millisecondes. Donc ça veut dire qu'il y a des signaux qui vont évoluer pendant des millisecondes. Là, je vous parle de vrais circuits. Du coup, prévoir sur des millisecondes à quel moment on va bouger des signaux, ça peut devenir très très vite très compliqué. Sauf à faire des petits programmes et à automatiser la génération des test bench avec d'autres langages de programmation. Mais sinon, bah, on va utiliser plutôt ça. Et on peut faire des wait for sur des signaux de sortie du circuit. Et là, du coup, ça devient beaucoup plus performant d'utiliser le wait for. Voilà, ça, c'est juste un petit conseil. Un peu tous les bouquins que vous pouvez regarder qui sont plutôt sympathiques. Et voilà, j'en ai fini. Donc, je suis dispo si vous avez des questions. Donc, c'est pas moi qui fais les slides du cours, hein, donc je remplaçais Férouz exceptionnellement cette année. Du coup, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez tout ça par mail. On peut du coup prévoir des points où quand vous êtes en TP, je peux répondre à vos questions, vous passez à mon bureau. L'examen, puisque c'est un sujet aussi important. Donc l'examen, il va être décalé, je pense, puisqu'on a des nouvelles modalités de fonctionnement. Donc ça veut dire que, si je me souviens bien, il était vers la mi-mai ou fin mai. Et bon, c'est encore en train de bouger, mais disons que vous avez... ouais, normalement, là, il est positionné le 21 mai. Donc ça veut dire que vous avez encore pas mal de temps pour bosser votre VHDL. Donc, faut vraiment, vraiment maîtriser le langage VHDL, toutes les bases qu'on a vues. Hein. C'est vraiment le plus important là, dans ce cours, sachant que c'est quelque chose, si vous faites de la conception numérique, qui va être utilisé tout le temps. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, ce sera un examen théorique, juste pour en finir avec l'examen. Bon pour tout le monde? Ok. Bah, si pas de questions et bon pour tout le monde, je vous remercie d'avoir été présent. Peu nombreux, mais présents, c'est bien. Et bonne continuation pour les TP et pour la suite. Au revoir. Merci, au revoir, monsieur.